Bonjour à tous et bienvenue. Le thème de la vidéo du jour, c'est pour vous expliquer ce que c'est que l'hypnose thérapeutique et peut-être vous donner le mode d'emploi de vous-même, de ce qu'est un être humain. Parce que souvent on fonctionne un peu en mode pilotage automatique sans comprendre exactement les différentes parties de nous. Alors qu'en fait, si on les comprenait, on pourrait plus facilement libérer les blocages et se sentir mieux, être ce qu'on appelle, ce que j'appelle souverain, c'est-à-dire ne plus être manipulé et du coup reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. Et l'hypnose, c'est un formidable moyen pour y parvenir. Alors bien sûr, c'est pas la vision que l'on a, parce qu'il y a l'hypnose de spectacle, où effectivement on a plutôt la vision inverse, c'est-à-dire quelqu'un va prendre le pouvoir, le contrôle sur moi, et ça peut faire peur, alors qu'en fait l'hypnose thérapeutique c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est le consultant qui reprend le pouvoir sur lui-même. Le thérapeute est juste là pour servir de GPS, mais celui qui conduit la voiture, c'est bien le consultant. Alors donc dans notre esprit, il y a deux parties. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. Et en fait, si on prend une image, ça fait comme un iceberg. Donc la partie consciente, c'est la partie qui sort de l'eau. Et la partie inconsciente, c'est la partie qui est immergée. Donc la partie consciente, ça active plutôt l'hémisphère gauche du cerveau, et ça, c'est la partie raisonnable et logique, c'est le cerveau analytique. Chaque fois qu'une situation se présente dans notre vie, on va analyser, trouver des choses qui vont apporter une explication qui soit compréhensible pour nous, raisonnable et logique. Cette partie-là, j'estime que c'est à peu près 5% de ce que l'on est. Sachant que plus on évolue dans les recherches en psychologie, en développement personnel, en conscience de soi, et plus ce taux baisse. Moi, quand je faisais mes études de psycho, il y a un certain nombre d'années, c'était 30-70, et là, on est plus donc sur du 5-95. Donc la partie raisonnable et logique, le cerveau analytique, on va dire que c'est 5% de ce que l'on est. Et la partie inconsciente, c'est donc la partie qui est activée quand j'utilise mon cerveau droit. Donc c'est la partie immergée de l'iceberg, et ça c'est donc 95% de ce que l'on est. Donc ce qui est important, c'est de savoir de quoi s'occupe notre inconscient. Donc notre inconscient, déjà, c'est le patron de notre corps, c'est le chef. C'est lui qui fait que notre cœur bat, on n'a rien à faire, on respire en mode automatique, on marche en mode automatique, hein, une fois qu'on a compris, l'enfant quand il est petit, qu'il apprend à marcher, il tombe, il titube, c'est pas super, super simple. Et puis après, notre inconscient, il met les choses en mode automatique quand on a l'habitude de faire des choses. Donc quand on se coupe le doigt, par exemple, eh bien, ça va se réparer tout seul. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que du coup, l'équipe d'intervention de notre corps, elle voit qu'il y a, une alerte, tac, et puis il y a une équipe qui est envoyée pour la réparation. Ça se fait tout seul, c'est formidable. Et donc du coup, notre inconscient, il va utiliser notre corps pour nous passer des messages. Moi, je crois que tous les mots physiques que l'on a sont un message que notre inconscient, notre corps, a à nous passer. Mais comme on n'écoute pas, eh bien forcément, du coup, ça ne va pas en s'arrangeant. Notre inconscient, c'est aussi là où sont stockés tous nos souvenirs. Donc de moins 6 mois jusqu'à aujourd'hui. Tout est là, tout est stocké, rien n'est oublié. C'est pour ça que parfois on peut par exemple sentir une odeur, et puis tout d'un coup on est en joie, ou alors à l'inverse on va avoir ce qu'on appelle le cafard. Et bien c'est parce qu'en fait c'est une situation, une odeur qui va nous rappeler un souvenir, une expérience douloureuse ou pas douloureuse, tout dépend, et qui va réactiver l'émotion que l'on a vécue à ce moment-là. Notre inconscient, c'est là aussi où il y a toutes nos croyances et nos conditionnements. Et en fait, on est bourré de croyances, on en a des milliers.
des croyances sur nous-mêmes. Alors il y a des croyances qui sont positives en fonction des expériences qu'on a vécues, en fonction de ce qu'on a dit de nous, et puis il y a des expériences qui sont négatives. Par exemple, l'estime que j'ai de moi-même ou la confiance que j'ai, ça dépend pas de moi, ça va plutôt dépendre de ce que on a dit de moi et ce qu'on a qui va générer des croyances. Par exemple, le petit enfant à qui on répète tout le temps tu vas pas y arriver, t'es nul, de toute façon tu sais pas faire, je vais faire à ta place. Eh ben, il aura certainement moins d'estime et de confiance en lui que l'enfant que l'on va féliciter, à qui on va dire que c'est bien, à qui on va expliquer comment faire autrement de manière bienveillante, etc. Et souvent, c'est pas trop ce que l'on expérimente, même si les choses elles évoluent dans le système éducatif ou à l'école ou même en entreprise avec le management, etc. Donc dans notre inconscient, c'est là où il y a toutes nos croyances et nos conditionnements. Et les conditionnements, ils dépendent bien sûr de nos parents, de notre système éducatif, qui eux, voilà, ont reçu des informations issues de leurs parents, etc., du milieu dans lequel ils étaient. Forcément, si je nais dans une famille riche, par exemple, je vais pas avoir le même système de croyances que si je nais dans une famille pauvre. Après, ça veut pas dire qu'on va rester bloqué là-dedans. On peut bien sûr choisir d'autres croyances, développer d'autres compétences, mais forcément, ça n'inclut pas les mêmes comportements, les mêmes croyances. En fonction du pays, de l'endroit où je suis née, je ne vais pas non plus avoir les mêmes croyances. En fonction de l'époque, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous et qui finalement forment comme des programmes qui vont se lancer au fur et à mesure, mais finalement qui ne nous conviennent peut-être pas. Et c'est des croyances il y a des croyances négatives que l'on peut supprimer ou alors transformer en énergie positive. Et ça nous appartient. Notre inconscient, c'est lui aussi qui va nous envoyer les émotions. Les émotions, on a coutume de dire oui, je sais pas gérer mes émotions, il faut gérer ses émotions. Eh bien ça, c'est pas un bon conseil à mon sens. Parce qu'en fait, gérer ses émotions, ça veut dire je vais cacher la poussière sous le tapis. Je vais, oulala, j'ai une tristesse qui vient, je vais bien l'enfouir à l'intérieur, pas regarder, puis je vais faire comme si elle n'était pas là. Sauf que notre inconscient, il est là, nos émotions, elles sont là pour nous passer un message. C'est notre GPS dans la vie. C'est-à-dire que si une situation me met en colère, soit je reste en boucle dans ma colère, je tourne, ou soit je décide de déboucler et de sortir de la situation de manière à ne plus être en colère, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Au niveau des émotions, en fait, c'est la façon dont on éduque, dont on conditionne les enfants qui va créer cette impression que nos émotions, elles sont dangereuses. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes parce que elles ont peur de ce qui se passe en elles. Et ça vient pour moi de la façon dont on élève les enfants dans les familles et puis aussi à l'école. Et ensuite, après, ça perdure un petit peu toute la vie. Je prends l'exemple d'un enfant qui va se retrouver très en colère parce que il joue avec un copain, puis le copain, il lui a piqué son jouet. Et donc l'enfant, il est submergé par une espèce de colère, là, un truc très désagréable. Et donc du coup, pour évacuer cette tension, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper ou mordre son copain. Donc évidemment, quand une situation comme ça se présente, l'adulte en charge des enfants arrive et puis il va disputer l'enfant, le punir, ce genre de choses. Sauf que, à force d'être repris comme ça, alors que l'enfant il a cette tension, cette émotion et il ne sait pas quoi en faire, eh bien en fait on inculque finalement, on fait croire à l'enfant que ça c'est dangereux pour lui et qu'à chaque fois il se fait punir et donc du coup il va de plus en plus essayer
de ne pas regarder les émotions et de cacher la poussière sous le tapis. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut laisser un enfant mordre et taper son copain, mais peut-être que plutôt que de le culpabiliser, c'est de lui expliquer, écoute, voilà, je comprends, tu as eu une tension, une sensation, une colère, c'est très désagréable, moi aussi j'en ai. Maintenant, tu sais, tu peux faire autrement, tu peux l'exprimer, tu peux crier, taper sur un coussin. Enfin bon, voilà, il y a plein de petites solutions qui peuvent être expliquées à l'enfant de manière à ne pas le culpabiliser. Et finalement, bon bah là la colère c'est un exemple, mais un enfant qui a peur, on va lui dire mais non, n'importe quoi, il n'y a pas de monstre sous ton lit, regarde, tu vois bien, il n'y a pas de monstre sous ton lit. Bah oui, mais lui il imagine le monstre sous son lit, donc ça fait partie des peurs irraisonnées que l'on a tous quand on a peur de ce qui va se passer dans l'avenir, et heureusement ça n'arrive pas forcément. Et puis avec la joie, c'est pareil, c'est-à-dire que les enfants qui sont joyeux, qu'est-ce qu'on fait? On les punit. Un enfant qui va crier, courir partout, sauter sur le canapé, on va lui dire, bah écoute, arrête, arrête, tu fais trop de bruit, maman elle est fatiguée. Un enfant qui va être en joie, par exemple, à l'école, il va faire une blague en classe, il va être puni, il va avoir un mot, il va avoir une sanction. Et donc du coup, tout ça, eh bien, ça crée dans notre esprit que nos émotions sont dangereuses et qu'il ne faut pas les regarder. Alors que justement, une émotion, c'est important parce qu'elle vient nous passer aussi un message, et il est important de ne pas essayer de gérer l'émotion, donc du coup de la cacher sous le tapis, mais plutôt de se dire, alors, cette émotion, c'est quoi ? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? En général, avec la joie, on arrive plus facilement à le voir. Et cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient dire de la situation? Comment est-ce que je peux regarder, écouter cette émotion pour la libérer? Et comme on ne fait pas ce travail de libération, eh bien, on a des espèces d'amas émotionnels négatifs qui font que ça crée en fait des blocages, ce qu'on appelle un stress, etc. Alors qu'en fait, on pourrait très bien voilà, faire une vidange, un petit nettoyage de temps en temps. De la même manière qu'on nettoie notre maison, eh bien, il faut nettoyer aussi notre corps et notre esprit. Notre inconscient, c'est la partie imaginative et créative de nous-mêmes. En fait, pour notre inconscient, tout ce qu'il peut imaginer, c'est comme si c'était la réalité. Il ne fait pas du tout la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel. Donc si par exemple, j'imagine que je suis pas capable de faire ça, que j'y arriverai pas, que je suis pas une bonne personne, etc., et que je nourris ces pensées régulièrement, tout le temps, au quotidien, on a 80 000 pensées par jour, donc en fait, qui sont récurrentes, et la plupart sont négatives chez la plupart des gens. Donc du coup, forcément, si on nourrit ça, eh bien, on va rester bloqué là-dedans. C'est un peu comme si on passait une commande. C'est-à-dire, l'inconscient, c'est un peu comme un serveur dans un restaurant. Si vous voulez un moelleux au chocolat et que vous commandez une salade de fruits, le serveur, il va vous ramener ce que vous avez commandé. C'est-à-dire, je ne sais plus dans quel sens, enfin bon, vous avez compris. Donc, du coup, ce qui est important, c'est plutôt que de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, c'est se concentrer sur ce que l'on veut. Je prends un exemple, par exemple. Enfin, un exemple, une personne qui se trouve en surpoids et qui veut mincir. Souvent, cette personne, elle ne s'aime pas, déjà. Elle se trouve moche, elle se trouve grosse. Et donc, dès qu'elle va passer devant la glace, elle va se dire qu'elle est moche et qu'elle est grosse. Dès qu'elle va voir quelqu'un avec une jolie robe, elle va dire « Oh là là, moi, je suis trop moche et trop grosse pour porter ça. » Et donc, du coup, elle va être poussée à manger. Et donc, elle va rentrer dans la culpabilité. Elle va grignoter sans pouvoir s'en passer, etc., etc. Donc, on rentre dans un système émotionnel, dans un cercle vicieux. Mais si cette personne... elle vivait déjà l'idée qu'elle est mince, qu'elle est légère, qu'elle est jolie, et qu'elle nourrissait cela, eh bien, notre inconscient, qui est le patron de notre corps, la pousserait pas à manger des gâteaux ou du chocolat à outrance, en fait. Mais sauf que ça, on le fait pas, puisque souvent, on se concentre sur ce que l'on ne veut pas, plutôt que sur ce que l'on veut. Et donc, notre inconscient,
c'est notre partie créative, imaginative de nous-mêmes. On dit qu'il a 6 ans d'âge mental. C'est pour ça qu'en développement personnel, on l'appelle l'enfant intérieur. Donc cet enfant, il faut en prendre soin parce que c'est l'enfant qui a été puni quand il faisait une petite blague, qui a été puni quand il a eu une colère et qu'il n'a pas su quoi en faire et qu'il n'a pas eu le bon comportement. Donc cet enfant, il a besoin d'être guéri. Et en hypnose thérapeutique, eh bien, c'est ce que l'on va faire. C'est-à-dire qu'on va se connecter avec le problème et puis on va proposer à l'inconscient une autre façon de voir les choses. Ce qui va permettre, ou alors une libération émotionnelle. Enfin bon, après là, il y a plein de techniques, mais ça permet vraiment de libérer cette partie-là et de reprogrammer avec des choses positives, de manière à avancer dans la vie de manière positive. Donc voilà un petit peu. C'est une méthode qui est très efficace. C'est votre inconscient qui travaille et donc du coup qui reprend la main et les choses elles se mettent en place de manière plutôt simple, plutôt évidente. Ça peut avoir un petit côté magique pour certaines personnes. Après, il y a des personnes qui vont avoir des gros blocages et du coup, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais en règle générale, ça évolue quand même très très vite. En 4 séances en moyenne, on résout une problématique. Après, il y a différents niveaux de conscience. Alors, la conscience, ce n'est pas le conscient, c'est différent. La conscience, c'est une fois que j'ai pris conscience, que j'ai vu que dans mon inconscient, il y avait cette croyance, ce blocage, cet amas d'énergie, cet enfant intérieur qui était blessé, etc. Une fois que j'ai pris conscience, que j'ai vu, et bien du coup, le travail est déjà fait en partie. Après, il y a une petite libération qui se fait, mais voilà. Et en fait, dans cette partie inconsciente, il y a plusieurs niveaux, en fait. Donc, il y a le niveau, on va dire, terrestre, humain, avec l'inconscient. Après, il y a un niveau un petit peu supérieur qui va être le niveau de notre âme, le niveau qu'on peut appeler subconscient. Et puis, il y a ce qu'on appelle le moi supérieur. Donc là, en fait, c'est quand on travaille avec cette partie-là, c'est un travail un petit peu plus spirituel qui reprend voilà, des notions comme la multidimensionnalité de l'être, etc. Donc bon, c'est des notions qui sont spirituelles, qui ne vont pas parler à tout le monde. Mais on a des résultats qui sont assez incroyables, où là on va travailler vraiment avec la métaphore et on va être guidé par cette partie profonde qui va nous donner des réponses et des informations incroyables qu'on n'aurait pas imaginées. Mais bon, il faut être prêt pour travailler de cette manière. Et de toute façon, en hypnose plus classique, quand on travaille avec au niveau de notre inconscient et de notre subconscient, on obtient déjà des super bons résultats au niveau de la libération. Donc cette vidéo, c'est pour expliquer le mode d'emploi, parce que vous, au quotidien, vous pouvez vous reparamétrer. Quand vous entendez une pensée négative vous concernant ou sur la vie, etc., hop, il s'agit simplement de l'inverser et de se raconter une autre histoire, puisque de toute façon, c'est notre imaginaire qui crée notre réalité. Donc, tout ce que j'imagine devient la réalité. Et ça, c'est intéressant. Et puis, l'objectif aussi, c'est de rassurer les personnes qui auraient peur qu'on prenne le pouvoir sur elles. Parce que non, en fait, le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Et si vous pensez que quelqu'un a pris le pouvoir sur vous, c'est parce que vous lui avez donné ce pouvoir. Mais aujourd'hui, il est important de reprendre notre pouvoir sur nous-mêmes. C'est nous qui sommes souverains et qui avons toutes les clés, tous les pouvoirs, toutes les capacités, toutes les forces à l'intérieur de nous. Et on peut tout à fait travailler ça, se reparamétrer pour ascensionner vers une conscience plus positive et améliorer sa vie de manière joyeuse et positive. Voilà. Donc je reste disponible, bien entendu, si
si vous avez des questions, je mettrai mes coordonnées en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez travailler sur votre développement personnel. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci, au revoir.